citations de Freud acquérant à mauvais beau, eh bien, je voudrais placer au cours de cette année sous le signe d'une autre citation moins connue et qui a été faite par quelqu'un de moins connu, c'est moins connu de toute façon, c'est l'homme d'État anglais Walpole qui disait à propos de sa propre manière de gouverner: quieta non movere, à ce qui reste tranquille, il ne faut pas toucher. Bon. C'est le contraire de Freud. Oui, alors je voudrais en fait cette année continuer un peu ce que j'avais commencé à dire l'année dernière, c'est-à-dire retracer l'histoire de ce qu'on pourrait appeler l'art de gouverner. Comme c'est l'usage, vous êtes venus nombreux. Et merci d'abord à Dany Robert Dufour. Alors là, contrairement à ce que je fais d'habitude, je fais une très brève présentation parce que Dany Robert Dufour était déjà venu à la librairie, mais il y a déjà de nombreuses années, pour présenter à 2 reprises d'ailleurs, oui, des livres que j'avais beaucoup aimés. On s'était un peu perdu de vue ces derniers temps, mais là, il y a un ouvrage qu'il a publié qui a tout de suite suscité mon intérêt, pour des tas de raisons qui vont être explicitées par l'auteur lui-même. Mais je voulais surtout insister sur le fait que le travail de Dany Robert Dufour, je l'ai distingué auprès de mes lecteurs parce que j'ai toujours du mal, je m'occupe encore du rayon sciences humaines, à trouver des ouvrages d'auteurs contemporains, des ouvrages récents, qui nous apprennent quelque chose. Là-dessus, je passe la parole à l'auteur qui va nous faire donc une présentation de son ouvrage et ensuite, comme d'habitude, un petit débat entre nous autour des thèmes qui vont être mis en avant. Merci beaucoup pour cette présentation flatteuse. Honnête et sincère. Alors, je vais commencer par une très mauvaise nouvelle que j'ai à vous apprendre. C'est que vous êtes très probablement venu ici parce que, attiré par le titre, Baisse ton prochain. Désolé, ce n'est pas un roman pornographique. Voilà, donc... On n'est pas venu pour ça. Ah, vous n'êtes pas venu pour ça ? Bon, mais ça a quand même quelque chose du roman. Je dirais même du roman policier. Parce que, bon, vous connaissez... Alors, il ne m'écoute pas, donc je vais en profiter pour le dire, mais vous connaissez le Da Vinci Code, qui raconte l'histoire donc qui doit être gardée, faute de quoi les fondements de la civilisation occidentale seraient ébranlés. Ce secret, c'est que Jésus de Nazareth a eu un enfant avec Marie-Madeleine. Et bien ici, nous sommes en quelque sorte, dans ce livre, en quelque sorte en présence d'un Mandeville Code, qui renvoie à un texte qui a été occulté, je vais expliquer pourquoi tout à l'heure, parce qu'il contient les principes qui ont permis la construction du régime qui domine aujourd'hui entièrement le monde, à savoir le capitalisme. Sauf qu'ici, il ne s'agit pas d'une fiction, mais d'un texte fondateur qui a réellement existé. Tout ça pour dire que si le Da Vinci Code a été vendu à 85 millions d'exemplaires, le mien devrait être vendu à peu près à 90 millions. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que... De quoi je parle dans ce texte? Ben, je parle de Mandeville. Mandeville, sur lequel je travaille depuis, je ne sais pas, 15 ans. Bernard de Mandeville, 1670-1733. C'est un philosophe et médecin des passions, né dans les Provinces-Unies, c'est-à-dire en Hollande, et parti à Londres vers 1690. Et il a écrit un très court libelle, 12 pages, qui s'intitule
recherche sur les origines de la vertu morale. Comment je suis tombé sur ce texte? Complètement oublié, ou à peu près complètement oublié. J'ai fait des recherches, par exemple, sur l'Internet, pour voir combien de fois il était cité dans d'autres bouquins, vous savez, avec le Google Book. C'est à peu près, je ne sais pas, 200 ou 300 fois moins que le contrat social de Rousseau. Ça veut dire qu'il est 300 fois moins connu que, par exemple, le contrat social. Tant en français qu'en anglais. Je suis tombé sur ce texte parce que, il y a à peu près 2 ans, un éditeur m'a demandé de publier directement en poche chez Agora Pocket, vous savez qu'il y a une collection philo, d'éditer des textes de Mandeville, parce que Mandeville est relativement encore peu connu. Le texte, comme vous le savez, le plus connu, c'est La Fable des abeilles, 1714. Et donc, j'ai publié La Fable des abeilles, l'introduction à La Fable des abeilles, les remarques de Mandeville sur La Fable des abeilles. La Fable des abeilles, c'est un texte qui fait 433 vers, écrit à la façon des fables de La Fontaine. Ça se passe dans une ruche, La Fable des abeilles. Et donc ça a suscité un énorme tollé au moment de la parution, parce que ce livre est apparu comme scandaleux, puisque c'était une fable, et cette fable, comme toutes les fables, se termine par une maxime, par ce qu'on appelait, quand on était gamin à l'école, une morale, comme les morales des fables de La Fontaine, et la morale, c'est les vices privés font la vertu publique. Les vices privés font la vertu publique. Notamment les vices privés, par exemple les pulsions d'avidité, mais aussi toute autre forme, qui permettent, quels que soient les moyens, d'accomplir ses passions et ses pulsions. Ce livre a été jugé à l'époque comme scandaleux en Angleterre. Le livre a été condamné par le grand jury du Middlesex en 1723 à l'occasion de la reddition. Quand il a été traduit en France en 1740, il a été mis à l'index par le bourreau et brûlé sur la place de Paris. Et ensuite brûlé dans toutes les grandes capitales d'Europe. Donc, j'ai publié ce texte, Fable des abeilles, d'introduction, les remarques sur la Fable des abeilles, puisque Mandeville a écrit un texte long, où il commande sa fable vers par vers, donc pour expliquer donc sa thèse, sa proposition. J'ai publié aussi avec ça 2 autres textes. Un texte qui s'appelle « Essai sur la charité et les écoles de charité », où ces écoles de charité, c'était, il existait dans toutes les villes moyennes et même petites villes en Angleterre, où les habitants se montraient donc vertueux à l'égard des jeunes pauvres et accueillaient donc des jeunes pauvres dans des maisons de charité pour leur donner une éducation, les accueillir, les nourrir, leur donner une éducation minimale. Dans ce texte, Mandeville recommande la fermeture des écoles de charité. Pour un motif très simple, il dit si vous formez des jeunes pauvres, après les jeunes pauvres sont moins pauvres. Et donc, quand vous aurez besoin plus tard d'employer des ouvriers, au lieu de les payer de façon vile pour donc accroître vos propres plaisirs, vous serez obligé de les payer plus cher, ou vous ne trouverez plus personne. Donc, il faut fermer. Pour votre bien, il faut fermer les écoles de charité. J'ai publié un 5e texte aussi, édité un 5e texte qui s'appelle Vénus la populaire, apologie des maisons de joie, où, au contraire, donc, des écoles de charité, Mandeville dit qu'il faut ouvrir des bordels, gérés par le gouvernement, parce que d'abord, c'est du point de vue de la comptabilité publique, ça peut être intéressant, et puis ça a beaucoup d'avantages aussi, parce que les bordels, ça permet de recueillir, par exemple, des jeunes femmes pauvres, et de leur donner un emploi où elles sont donc sous surveillance médicale, elles ne traînent pas dans les rues, etc. Et donc ça permet, ces bordels, de, donner des débouchés, si je puis dire, à des jeunes gens vigoureux qui, au lieu d'embêter les femmes du monde, vont au bordel, tout simplement. Donc il dit, voilà, ça sert tout le monde, ça sert les pauvres, ça sert les riches, c'est vraiment formidable. Et donc, avec ça, j'ai fait une présentation de Mandeville et de la réception, ou plutôt de la non-réception, la réception manquée de Mandeville, c'est-à-dire d'occultation de Mandeville,
C'est un texte de présentation de Mandeville qui fait 100 pages. Et évidemment, quand j'ai publié et édité ces 5 textes, j'ai relu tout Mandeville. Et c'est là que je suis tombé sur ce texte qui s'appelle donc « Recherche sur les origines de la vertu morale », qui accompagnait, qui a été publié pour la première fois en 1714, donc avec la fable des abeilles. Et il a été occulté, ce texte, pour une bonne raison, c'est qu'il contient l'art de gouverner qui a, à mon sens, permis la création du capitalisme. C'est un art de gouverner qui est bien plus retors, vous allez voir, que celui de Machiavel antérieur de 2 siècles. Un art qui ne doit pas être dévoilé parce qu'en livrant au public les principes de sa domination, il les rendrait évidemment inopérants. Et ce petit texte est donc pensable comme un texte ésotérique. Ésotérique donc au sens premier du terme, qui désigne par exemple cet enseignement de Pythagore, qui concernait donc les nombres, les lois, et qui permettait donc d'arriver par les nombres et leurs lois à des vérités inaccessibles autrement. Et bien c'est justement ce que propose le texte de Mandeville. Il promet l'accès à une vérité encore jamais dite, in ouï auparavant, pas encore ouï auparavant, sauf que pour accéder à cette vérité, il faut passer par-delà ce que nous ne sommes pas prêts à entendre. Donc cet enseignement est réservé à un petit nombre d'hommes, affranchis, disent-ils, des préjugés moraux du commun, et appelés en conséquence à tisser entre eux un puissant réseau ésotérique. Et bien si je vous dis ça, c'est parce que, je vous expliquerai ensuite comment Mandeville a été occulté pendant 3 siècles et comment il est revenu. Il est revenu en 1947 avec la création par Friedrich Hayek, donc qui est devenu le chef de file de l'école néolibérale de Chicago, et qui a créé donc la Société du Mont Pèlerin en 1947, entourée d'une 30aine de personnes, dont 8 ensuite ont eu le prix dit Nobel d'économie, dont Milton Friedman, dont Gary Becker par exemple. Alors Hayek, c'est un penseur d'origine viennoise, extrêmement érudit. On peut dire qu'il est économiste, qu'il est philosophe, qu'il est psychologue, historien, politologue. Qu'est-ce qu'il visait en réintroduisant Mandeville, qui avait été mis à l'écart, comme je vous l'ai dit? Ben, il visait précisément à reconstruire le libéralisme à partir de fragments perdus de vue ou mal entendus depuis 2 siècles. Et il y a tellement bien réussi qu'il est ensuite donc devenu le chef de file de cette école néolibérale de Chicago qui revendiquait donc le libre marché et le monétarisme, ça c'est le côté Milton Friedman, et s'opposant donc à toute régulation, c'est-à-dire à ce qui à l'époque en économie représentait le courant keynésien. Je fais juste une petite incise, ça fait partie ça, des choses qu'on découvre dans une très large mesure dans le livre de Dany, et il y a quelques marxistes parmi l'assistance, et puis il y en a surtout beaucoup qui regardent les vidéos. C'est assez amusant parce que, vous savez, vous avez des thèses qui vous parlent du Marx soi-disant ésotérique et du Marx exotérique. Ça, c'est une blague, évidemment, mais qui est encore portée par tout un petit courant, on va dire, post-situationniste et autres. En revanche, le contraire est absolument certain chez les pires adversaires du marxisme, qui, eux, ont 2 aspects. Un, totalement ésotérique. Les personnes dont on a parlé sont assez connues, même ceux qui ne sont pas spécialisés en économie, l'école autrichienne, et on connaît les conséquences, en particulier aujourd'hui. Mais il y a tout un aspect ésotérique, pris pour tel, au pied de la lettre. Absolument. Et ça, c'est ce que montre, entre autres choses, l'ensemble des travaux résumés dans son livre par Dany. Je te rends la parole tout de suite. C'est un point qui me paraît vraiment très important déjà. C'est important, très important, oui. Alors, donc, ces fragments décisifs qui ont permis à Hayek de réorganiser la pensée libérale qui allait devenir néolibérale, où est-ce qu'il les a trouvés?
Tout simplement chez Mandeville, qu'il a présenté dès les années 1940-42, dès son premier livre, comme The Mastermind. C'est pas rien, le grand esprit, le maître à penser. Et d'ailleurs, il a prononcé donc en 1962, si je me souviens bien, une conférence devant l'Académie britannique qui s'appelle Mandeville Mastermind. Donc c'est pas rien. C'est lui qui, s'appuyant sur cette pensée, que donc cette réorganisation de fragments épars du libéralisme s'est réorganisée en néolibéralisme. S'appuyant donc sur un tel esprit, cette petite société d'affranchis s'est mise à fonctionner. C'est Hayek qui parle, sous le mode du prophétisme religieux, une sorte de secte en somme, qui a cherché à promouvoir, comme le disait encore Hayek, une utopie, et qui a si bien réussi qu'elle a inventé la religion, si on peut dire, qui s'est mondialement imposée. Si je dis religion, c'est parce que j'ai écrit autrefois notre livre, que j'ai dû présenter, ça doit être celui-ci que j'ai présenté, qui s'appelle Le Divin Marché, ordre spontané selon Hayek, si parfait, ordre spontané si parfait, qu'il doit être absolument tenu à l'abri de toute tentative humaine de régulation. Eh bien, ces affranchis ont souterrainement diffusé l'idée néolibérale avant que celle-ci ne s'empare officiellement du monde, pour le reconfigurer entièrement à partir de 1980. Vous devez savoir que il y a 2 think tanks, parmi les nombreux think tanks, donc cette société ésotérique et ses ramifications de cette société, qui ont joué un rôle décisif, un rôle absolument décisif dans les arrivées au pouvoir, rien de moins que de Margaret Thatcher en Grande-Bretagne en 1979 et de Ronald Reagan en 1980. J'explique tout ça, je donne les noms dans mon texte. Lire le livre, évidemment. Alors, que contiennent donc ces textes si scandaleux de Mandeville qu'il a fallu les occulter au grand public? Et je vous dirai comment ils ont été occultés. Eh bien, je vous l'ai dit, la Fable des abeilles diffuse la maxime scandaleuse selon laquelle il faut libérer les vices privés, parce que les vices privés font la vertu publique. La vertu publique, c'est évidemment la richesse publique. Mandeville explique ça de plein de façons dans sa Fable des abeilles. Et dans les remarques sur la Fable des abeilles. Je ne sais pas, il prend quantité d'exemples. Par exemple, un juge qui prend au passage des commissions pour régler des affaires entre les gens pour avantager celui qui lui a passé quelque chose. Bon. C'est évidemment un acte délictueux, mais, dit Mandeville, d'accord, mais cet acte délictueux, il va être reproduit. Le juge va devenir riche. Et qu'est-ce que le juge va faire de son argent? Il va l'utiliser pour donc se construire une belle maison. Il va faire dire un architecte qui autrement n'aurait pas travaillé, un décorateur qui autrement n'aurait pas travaillé, des sculpteurs, un tapissier, etc., etc., etc. Donc, vous voyez que la prévarication du juge produit de la richesse. Les vices du juge produisent de la richesse puisque ça donne du travail aux autres. Il prend quantité d'exemples. Il va chercher très loin. Dans les remarques, par exemple, sur la Fable des abeilles, il va chercher les exemples chez une prostituée. Bon. Alors, il faut savoir que Mandeville dit toujours, quand il présente un vice, il dit « Ah, c'est épouvantable, il faut en finir avec ces gens-là, on ne veut plus en entendre parler, etc. C'est affreux, etc. » Mais, ou alors, cependant... Et en même temps. Je ne crois pas à la théorie du ruissellement. Simplement, qu'est-ce que nous avons fait? Quand on empêche les gens de réussir dans le monde où on vit, ils vont réussir ailleurs. C'est ce qui s'est passé. Et donc, de l'entrepreneur individuel au manager de groupe international, la France doit être un pays attractif où on garde les meilleurs. Parce que nous sommes dans une économie mondialisée
qui est aussi un combat pour attirer les meilleurs. Bon. Vous êtes sûr que cet argent n'ira pas dans la spéculation? Mais je n'ai pas plus de garantie que vous. Et d'ailleurs, dans la société, c'est pour ça qu'il faut constamment corriger les choses. Il faut évaluer. Donc moi, je l'évaluerai dans 2 ans. Ce que je dis, c'est que si ça me permet de garder les talents, d'en réattirer, d'en attirer d'autres, on le fera. Mais sur l'impôt sur la fortune, ce dont vous parlez, il faut être précis. Qu'est-ce que je m'étais engagé à faire? Qu'est-ce qui a été voté? On a gardé l'impôt sur la fortune quand il est investi dans l'immobilier. Mais on a enlevé l'impôt sur la fortune pour tout ce qui était investi dans l'économie. À moins que... La prostitution, c'est épouvantable pour la femme qui s'y livre, qui s'avilit, etc. Pour les hommes, bon, non, c'est pas possible. Mais, cependant, la prostituée, pour séduire ses clients, devra porter de beaux habits. Donc elle devra aller chez les couturiers. Le couturier, il devra avoir de beaux tissus, il n'y en avait pas, donc il va demander au drapier de fabriquer des beaux tissus. Et le couturier qui était pauvre, grâce à la prostituée, va devenir plus riche. Et il va pouvoir envoyer ses enfants à l'école. Donc c'est un gain pour la civilisation. La même chose pour le drapier. Le drapier, de pauvre parce qu'il fabriquait des gros draps, il fabrique maintenant de la draperie fine, et il va s'enrichir, et donc il va pouvoir envoyer ses enfants à l'école, tout ça grâce à la prostituée. Alors, pareil pour le vol. Tiens, j'ai trouvé un petit texte, ah ben j'en parle dans ce bouquin, un petit texte de Marx. Ah bah j'en ai... Extrêmement mandevillien. Il cite Mandeville. Il cite souvent Mandeville, il connaît bien Mandeville. Il connaissait tout, Marx. Faut pas, il avait tout lu, et surtout Mandeville comme précurseur d'Adam Smith. Exactement. Parce que Mandeville, non seulement est un précurseur, mais va beaucoup plus loin. Oui, mais alors il a ce qui fait d'ailleurs les réserves d'Adam Smith contre absolument, Mandeville. mais Marx a cru un moment, puisque, bon, Mandeville énonce ça si crûment que le vice est à l'origine de l'accumulation du capital, que Marx a cru que Mandeville critiquait donc ceci, parce que il le dit tellement crûment, tellement sanguin, et il a classé dans certains textes Mandeville parmi les socialistes, les premiers socialistes. Marx, je vais pas, on pourra en parler tout à l'heure, mais c'est dans le Capital même. Hein. Oui, absolument. Dans le Capital, c'est dans un des chapitres sur l'accumulation, où il explique, il présente d'ailleurs Mandeville comme un mec de la même manière qu'il avait la plus grande estime pour Adam Smith. C'est un immonde libéral, mais enfin il est en train de faire la critique. Exactement. Mais lui au moins disait pas n'importe quoi, là, Adam Smith, contrairement à ce qu'il appelait les économistes vulgaires. Pratiquement, on pense que c'est que les économistes vulgaires, puisqu'on n'a plus que ça depuis des décennies aussi. Donc, il disait, au moins, eux, ils disent les choses clairement, ils ont bien compris ce que c'était que le capitalisme, et Mandeville, il le présente positivement. Il dit c'était un mec courageux, qui avait le courage de ses opinions, qui annonçait les choses clairement, en gros. Et il n'était pas le seul, il le présente comme médecin, d'ailleurs. Sans le critiquer. Sans le critiquer. Il le critique comme il critique Adam Smith et le reste. C'est-à-dire qu'évidemment, il fait la critique de l'école. Bon, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais il ne le présente pas comme un odieux personnage, retors, etc. Non. Il dit une vérité. Lui, au moins, il dit les choses clairement. C'est un peu comme, si tu veux, dans le Gorgias, Platon avec Calliclès. Lui, au moins, Calliclès, il dit des trucs, franchement, paf. C'est la loi du plus fort. C'est comme ça que ça marche. Mandeville, c'est un médecin petit bourgeois, c'est à l'aube du capitalisme. Et il dit, écoutez, les gars, avec votre morale à la con, c'est pas bon pour les affaires. Et je vais vous dire pourquoi, puisqu'en plus, moi, je suis psychiatre, enfin, on ne sait pas ça encore à l'époque. Et je vais vous dire pourquoi. C'est comme ça que c'est présenté par Marx, hein, dans un bref passage du Capital. Tout à fait, oui. Alors, donc, Mandeville justifie quantité de ce qu'on appellerait vice. Donc, je dis quoi, par exemple? Prédication, prostitution, le vol, par exemple. Il y a des passages merveilleux sur le vol. Le vol, mais c'est épouvantable, il faut arrêter tous les voleurs. Cependant, les voleurs rendent un grand service à la société, parce que tous les objets qu'ils volent, il faut les remplacer. Et donc ça donne du travail, ça, à 1 million de personnes en Angleterre. Sans compter le travail que ça donne dans les ouvriers du Franchement, exactement. Vous voyez, c'est très exactement. C'est logique. Non seulement c'est le néolibéralisme, mais c'est le libéralisme, parce qu'il n'y a pas vraiment de différence en néolibéralisme. Simplement, c'est assez frappant quand on y réfléchit, parce que c'est quand même les arguties qu'on vous sert maintenant de manière totalement décomplexée, comme on dit. Bien sûr. Donc,
Cette morale-là, elle est très importante. Elle dit tout. Les vices privés font la vertu publique. Vous comprenez maintenant ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut laisser aller les pulsions, notamment les pulsions d'avidité, à leur finalité, pour que de la richesse se crée chez quelques-uns, ceux qui auront donc n'hésiteront pas à accomplir leur pulsion d'avidité, avant qu'elle ne ruisselle ensuite sur les autres. C'est ça l'origine de la théorie du ruissellement, la Trickle-down. Il est déjà chez Mandeville. Hein. On y reviendra tout à l'heure. Alors donc, je vous l'ai dit, ce texte a été considéré comme diabolique et condamné à Paris, en Angleterre, brûlé à Paris, etc. Et c'est à ce moment-là qu'on a transformé le nom de Mandeville en Mandeville, l'homme du diable. L'homme du diable. Mandeville. Alors, parce qu'il avait excusez-moi, parce qu'il avait un nom, un patronyme d'origine française, oui, comme beaucoup d'anglais bontins à cette époque. Alors, ça c'est pour la fable des abeilles. Quand on recherche sur les origines de la vertu morale, publiée en 1714, donc en même temps que la fable des abeilles, elles contiennent le mode d'emploi politique pour faire passer une idée si scandaleuse. Pour que cette morale, légèrement morale, mais disons morale entre guillemets, passe, donc sans qu'elle provoque de soulèvement, eh ben, il faut faire en sorte que les individus se tiennent tranquilles. Et c'est là qu'intervient l'art de gouverner mis au point par Mandeville. Écoutez bien. Voilà à peu près ce qu'il dit. Si on veut que les hommes, qui sont égoïstes par nature, se tiennent tranquilles, il faut les amener à modérer leurs appétences. Il est psy, hein. Oui, enfin, ce qu'on appellerait un psy aujourd'hui. Donc, voilà, il faut qu'ils modèrent leurs appétences. Avant, dans l'Ancien Régime, il y avait le joug, la servitude. Mais depuis la Révolution anglaise, la seconde de 1689, donc, qui a posé, un siècle avant la Révolution française, qui a posé donc les fondements de la démocratie, on ne peut plus employer le joug. On passe dans un régime démocratique. Donc c'est autre chose qu'il faut employer, c'est la ruse. En effet, aucun argument raisonnable ne saurait persuader les hommes de suivre cette sage recommandation de modération. Pour qu'ils consentent à obéir, donc disons aux lois, il ne reste donc, c'est la rançon de leur égoïsme, qu'à les payer. Bon, je te donne quelque chose et tu te calmes. Mais, voilà, dit Mandeville, comme ils sont nombreux et qu'il n'y aurait jamais assez d'argent pour tous les rémunérer, il faut les dédommager avec une monnaie qui ne coûte rien. Sinon, un peu de vent. C'est-à-dire qu'il faut les payer en paroles. Qu'est-ce que ça veut dire, payer quelqu'un avec des paroles? Ben, ça veut dire qu'il faut les payer avec des flatteries, qui vont célébrer l'étendue de leur entendement, leur merveilleux désintéressement personnel, leur noble souci de la chose publique. Sur Alexandre Benalla, est-ce que je pense qu'au moment où j'étais élu, connaissant ce jeune garçon qui avait vraiment du talent, qui s'était engagé dans ma campagne, qui avait son histoire, est-ce que je regrette de l'avoir embauché à l'Élysée? Non. Parce que je pense que c'était extrêmement cohérent avec les valeurs que je porte et avec ce que je veux que nous fassions. Bon, donc c'est le fantasme de leur vertu qui l'intéresse. Ça constitue pour Mandeville le cœur du politique, le cœur de l'économie politique en démocratie. Seule, dit-il, cette politique de la flatterie est susceptible de pouvoir faire vivre les hommes ensemble et d'amener à une certaine modération de leurs appétences. Bon, politique de la flatterie. Qu'est-ce que ça produit? Eh bien, ça produit deux classes au sens plus logique ou psychologique que sociologique du terme. Il y a d'abord un petit nombre,
auprès de qui cette politique de la flatterie est complètement inefficace, parce qu'ils s'en foutent d'être vertueux. Elle est composée donc des, ce qu'on appelle les scélérats à l'époque, c'est-à-dire des bandits, des voleurs, des proxénètes, des prostituées, des mendiants, des trafiquants en tout genre, etc., etc. Tout ça compose donc une petite classe vile, d'irréductible, et cette petite classe vile est fort utile, en fait, parce qu'elle agit comme un répulsif qui permet la création en regard d'une large classe supposément vertueuse, composée de créatures qui vont se targuer donc d'avoir réussi là où les premiers ont échoué. Nous voici donc avec deux classes. Mais c'est là où le génie de Mandeville s'exprime. Il montre que cette manipulation politique, il faut bien appeler des choses par leur nom, n'a qu'un but. Créer une troisième classe invisibilisée, composée, dit Mandeville, in English, the very worst of them, les pires d'entre les hommes. Une petite classe composée des pires d'entre les hommes, des pervers en somme, qui vont se caractériser de faire semblant d'obéir à la loi, dans un double but, profiter du prestige des vertueux, en paraissant vertueux, et surtout tenir tout le monde tranquille afin d'en tirer tous les bénéfices possibles. Ceux de cette troisième classe sont donc sur deux positions, en même temps, là, cette fois. Ils vont simuler l'abnégation en parlant comme ceux de la classe vertueuse, et ils vont dissimuler leur penchant d'avidité qui les rattache à la classe vile, ils vont dissimuler en prônant le bien public. Ils forment donc une troisième classe d'ambitieux qui récoltent tous les bénéfices, qui font tourner les affaires, c'est Mandeville qui parle, et qui, grâce à leur double jeu, peuvent gouverner avec facilité. Il leur suffit donc de prêcher l'esprit de dévouement au bien public, pour mieux contraindre à l'abnégation et à l'honnêteté tous les autres, en les faisant au besoin bêler de concert contre la corruption. Parce que quand vous criez contre la corruption, vous montrez que vous êtes vertueux. Donc vous présentez des gens en disant ceux-là, il faut vraiment les attaquer, ce sont des gens pas corrects, quoi. Et donc, ils sont corrompus. Et donc, les faire crier contre la corruption permet en retour de se présenter comme vertueux. Ce qui permet ainsi de faire travailler tout le monde à son service afin de récolter tranquillement les fruits de leur labeur. Alors, ce qui est très... Et de la corruption. Et de la corruption, bien sûr. Et véritablement de la vraie corruption. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le psy, je dis psy entre guillemets, hein, il n'y a pas de psy à l'époque, mais encore que... Bah, il était médecin. Il était médecin des passions, médecin des passions d'âme, et il a écrit en 1707 un traité des passions hystériques et hypocondriaques. Et il a inventé ce qu'on a appelé plus tard, 2 siècles plus tard, la talking cure. Parce qu'il dit quand les gens sont malades et ont des souffrances, il ne faut pas leur faire des purges, des saignées, etc., etc. Il faut les laisser parler autant de temps qu'il le faut dans leur propre idiome. C'est donc la cure de parole. Hein. Ah ben on est quasiment, oui, on est chez Freud. On est chez Freud, on est déjà chez Freud. Donc ce qu'on peut dire à ce point, c'est plusieurs choses. Il peut être crédité de l'invention de l'inconscient. Pourquoi? Parce qu'il dit clairement dans son texte, c'est moi qui l'ai traduit, les hommes ne sont pas là où ils pensent. Ils ne sont pas vertueux et ils veulent être vertueux. Ils sont avides et ils veulent paraître vertueux. Donc ils ne sont pas là où ils pensent. Et c'est donc cette invention qu'il a immédiatement utilisée pour manipuler ce qu'on appellerait des braves névrosés en leur servant leur fantasme préféré, la vertu. Et ce qui a été aussitôt mis à profit par les pervers de la troisième classe. Donc ça fait quand même beaucoup de choses hein, dans le champ
Puis, ça fait l'inconscient, ça fait le fantasme, et ça fait la perversion. Bien repéré. Sans oublier la jouissance sans entrave. Bien sûr. Il est très dialectique, bien sûr, le bien père sûr. Mandeville. Il a bien compris que ça allait ensemble. Absolument, tout à fait. Et c'est donc à une révision drastique de nos connaissances que ce petit texte invite. Révision drastique parce qu'on est obligé de se remarquer que l'invention de l'inconscient ne date pas de Freud en 1900, qu'elle est antérieure de 2 siècles avec Mandeville, et qu'elle est en fait contemporaine de la naissance du capitalisme, et a d'abord servi, dans un usage pervers, cette invention de l'inconscient, tenir les hommes en bride, par la manipulation du fantasme de la vertu. Alors, c'est déjà pas mal, hein. Oui. Déjà pas mal pour... J'espère que ça va vous donner envie de lire le livre. Un mec de Il y a beaucoup d'autres choses. 1714. Il va bête ce mec, Mandeville. Il est pas bête, Mais c'est pas fini. Parce que Mandeville donne ensuite ce que j'ai appelé le coup de grâce, qu'il faut entendre dans les 2 sens du terme. Boum. Et hop, la grâce. Pourquoi? Parce qu'il entre alors dans le plan théologique. C'est tout simplement une nouvelle religion qu'il annonce. Une religion qui, évidemment, bouscule les prêches classiques sur le bien et sur le mal. Ce qu'il dit, en fait, c'est que cette élection des salauds, les pires d'entre les hommes, worst of them, pourrait bien, en définitive, être voulue par Dieu lui-même. En effet, si Dieu a créé les hommes imparfaits, cupides, menteurs, c'est quand même pas par hasard. C'est à dessein. Dieu fait pas n'importe quoi. Donc ce que Mandeville suggère, c'est que le temps des hommes saints, la sainteté, ou supposait-elle, est révolu, terminé. Il faut confier son destin au pire d'entre les hommes, ceux qui veulent toujours plus, quels que soient les moyens employés, car c'est la seule voie possible pour que la richesse s'accroisse, et de là, donc, je répète, ruisselle sur le reste des hommes, ce qui permettra donc à un grand nombre d'entre eux d'atteindre le bonheur temporel, c'est-à-dire le paradis sur terre. Juste une incise, une autre, mais très brève. Il faut se souvenir qu'on est à l'époque, il est contemporain de Descartes, Mandeville. Donc on est à l'époque où il n'y a absolument aucune distinction chez ce qu'on pourrait appeler les intellectuels entre philosophie et théologie. Philosophie, science et théologie sont une seule et même notion à l'époque. Il est impossible de ne pas concevoir une des propositions, y compris politiques, ou même de l'ordre de celles que fait Mandeville, sans les inscrire dans un contexte théologique. Tout à fait. Tout à fait. Et Mandeville, c'est clair dans son texte, c'est ce qu'il fait. Alors, il est clair que cet ensemble de thèses, ça fait quand même beaucoup, ne devait surtout pas être dévoilé au grand public, car il divulgue donc la manipulation dont devait être victime le plus grand nombre. C'est pour ça qu'on a occulté les thèses de Mandeville. Il dit trop, il dit tout. Alors, comment elles ont été occultées? Y compris quand ils vont dans leur sens. Oui. J'anticipe sur ce que tu vas dire, Oui, vous oui. allez voir par Adam Smith. Exactement, tout à fait, je vais y venir. Alors, ça a été occulté de 4 façons, j'ai repéré 4 modes d'occultation des thèses de Mandeville. Le premier, c'est que ces thèses sont vouées à être inentendues, car elles disent que ce à quoi nous tenons le plus, notre image vertueuse, notre image altruiste, est inauthentique, c'est du toc. Et que notre vertu soit toc. Donc, ça pose quand même quelques problèmes, et il vaut mieux ne pas le savoir et effacer donc ces thèses. On aidera à cet oubli en brûlant les livres de Mandeville dans toute l'Europe,
ce qui est un excellent moyen de faire disparaître les thèses. Troisièmement, Adam Smith sera à la tâche pour le troisième refoulement. Comment? Il fera simplement du Mandeville sans Mandeville. Smith dénoncera, en s'inspirant totalement de Mandeville, l'œuvre de Mandeville comme licencieuse, et il reprendra le grand principe mandevillien, mais en bannissant surtout le mot vice pour le remplacer par celui de self-love. D'apparence beaucoup plus neutre. On peut pas, il faut quand même qu'on s'aime un peu soi-même. Donc, l'amour-propre, c'est quand même pas si mal, quoi. Donc c'est acceptable, l'amour-propre. C'est pas comme le vice. Le vice, c'est acceptable, mais l'amour-propre, pourquoi pas. Alors, le résultat était probant. Mandeville, donc, a disparu de l'histoire de la pensée économique, et on fait, depuis lors, commencer la science économique à Adam Smith. Quatrièmement, cette occultation de Mandeville sera plus d'un siècle après Smith, parachevée par Max Weber, donc dans son fameux ouvrage « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme », publié sous forme de fragments en 1904-1905, puis en 1920. Vous le savez, l'éminent sociologue explique le développement du capitalisme à partir du XVIIIe siècle par l'influence de l'éthos protestant comme tel puritain et ascétique. Puritain et ascétique, c'est-à-dire que les protestants, vous savez, chez les protestants, ça fonctionne avec, c'est pas comme chez les catholiques, ça fonctionne avec la doctrine de la prédestination. Donc, vous êtes prédestinés. Chez certains. C'est oui. Surtout Calvin qui était surtout Calvin. Moi, chez Luther, mais surtout chez Calvin. Et là, on est chez les calvinistes. Hein. Absolument chez les calvinistes. Bah, ils sont tous calvinistes, les anglo-saxons, sous ce rapport-là. Oui, mais Mandeville a fait une... tout son itinéraire, c'est chez les calvinistes, sa formation chez les calvinistes. Et donc, chez les calvinistes, il y a une angoisse. Suis-je ou pas prédestiné? Et vous ne pouvez pas donner un peu de fric au curé pour vous racheter, qui négocie vos grâces ailleurs, etc. C'est réglé une fois pour toutes. Et chez les catholiques, la grosse différence, pour résumer, pour ceux qui ne connaissent pas ces subtilités, qui commencent à être très loin de nous, il y a une médiation, c'est entre autres l'Église, hein, entre parenthèses, le clergé, la confession, certains sacrements, et ainsi de suite. Il n'y a pas ça chez les protestants. Absolument. On est face à Dieu, paf, voilà. Vous êtes riche parce que, voilà, ça va donner... Et donc l'angoisse du protestant, surtout calviniste, suis-je prédestiné? Et donc il veut lire des signes de sa prédestination dans sa réussite matérielle. Et donc, si il s'enrichit, c'est probablement que Dieu l'a à la bonne et qu'il lui réserve une bonne surprise pour plus tard. Alors, mais comme il est protestant, il peut accumuler, donc comme ça il donnera les signes de sa réussite, mais il ne peut pas dépenser. Excusez-moi, voilà, c'est ça. Dans cette logique-là, évidemment, la prédestination, c'est qu'il y a des riches, il y a des pauvres, Dieu l'a décidé, mais ça crée des devoirs. Exactement. En vrai pour les riches, hein, voilà. Exactement. D'être vertueux, justement. Alors, donc, pour construire donc, cette thèse, Max Weber a été voir, évidemment, chez différents courants protestants à partir du XVIIIe siècle, c'est-à-dire le calvinisme, le piétisme, le méthodisme et des sectes baptistes. Et donc il aurait pu aller voir un auteur majeur qui affichait pourtant son calvinisme, c'est-à-dire Mandeville. Pourquoi il affiche son calvinisme? Tout simplement parce que chez les calvinistes, nous sommes tous dans un monde d'après la chute. Et donc si on est après la chute, on est tous vicieux. Hein. Et donc c'est la thèse de Mandeville, c'est avec des vicieux qu'il faut bien faire. C'est naturel. Hein, voilà. C'est une forme de naturalisme. Et donc Max Weber aurait pu aller voir chez ce drôle de calviniste, et qui avait travaillé aussi sur la formation de la richesse, éminemment. C'est-à-dire Mandeville. Alors que Mandeville venait d'être traduit donc, en langue allemande une fois, 2 fois, pendant la formation même de Max Weber, et Max Weber était extrêmement savant,
aucune mention de Mandeville. Mis sur le tapis. Mis sur le tapis, ça ne correspond pas à ces thèses. Et Mandeville, c'est celui qui dit l'exact contraire de Max Weber. C'est pas la vertu, mais c'est le vice qui se trouve à l'origine à partir de ce que Marx et Engels appelleront donc on appellera le capitalisme. Oui. Le nom de Mandeville est revenu miraculeusement à Max Weber dans ses conférences économiques en 4 mois avant de mourir, quand il parlait du cadre d'acier que crée le capitalisme. Et nous en revenons à cette forme cynique qui avait été pointée, repérée par Mandeville. C'est la seule mention de Mandeville dans tout le texte de Max Weber. Donc il connaissait Mandeville. Et donc il aurait pu très très bien se poser la question en disant voilà, j'ai pas mentionné Mandeville à cette époque, mais peut-être que ce puritanisme cachait, affiché donc par les calvinistes, cachait une sous-couche qui était une sous-couche perverse. Voilà l'hypothèse qu'un penseur aurait pu faire. J'ai vu l'ascétisme, j'ai vu le puritanisme, mais j'ai pas vu que ça cachait une sous-couche perverse, donc allons voir s'il n'y avait pas une sous-couche perverse là-dedans. Et Weber, c'est très important parce qu'il faut se rendre compte, je le dis très brièvement et vous pourrez vérifier, c'est quand même le modèle qui va formater, y compris Bourdieu, toute une école sociologique. Bourdieu, c'est d'abord un Weberien, tout ce qui va derrière. Et il faut savoir aussi que Weber, c'était se conserver à Sciences Po, et je pense qu'on sert toujours encore aujourd'hui, pour faire la critique de Marx. Tout à fait. C'est soi-disant, il est plus malin, il est plus moderne, il a compris ce que Marx n'avait pas compris. Oui, alors, c'est là encore très important, grâce à Dany Robert Dufour, de commencer à faire le lien entre tout ça et faire l'archéologie, comme dirait l'autre, de tout ça chez Mandeville. Exactement. Alors, donc, vous avez bien compris, je crois qu'il faut absolument réintroduire Mandeville dans les circuits de pensée et l'arracher donc aux mains des cercles libéraux qui l'ont accaparé pour en faire ce que vous savez. Il faut le récupérer, ça, vous savez, c'est le néolibéralisme qui domine le monde, quoi. Et donc c'est l'actualité extraordinaire de Mandeville dans notre monde qui apparaît. Ce qui est intéressant, c'est que Mandeville dit sans aucun phare, vous l'avez entendu, les conditions dans lesquelles le capitalisme a été créé, et il révèle en quoi, mais littéralement, le capitalisme a constitué un tournant pervers dans la civilisation occidentale qui a ensuite gagné le monde. Il est bien évident que ce tournant pervers, préconisé donc par Mandeville, puisque c'est ça qui va produire de la richesse, n'a fait que s'amplifier avec l'apparition de la forme actuelle du capitalisme, le capitalisme financier, qui résulte directement donc de l'action des différents think tanks créés par la société, cette société du Mont Pèlerin, dans la mouvance de Milton Friedman. Or, ce capitalisme financier expose là crûment son fétichisme de l'argent. Et je crois que l'extrême intérêt théorique de Mandeville, c'est qu'il permet de jeter, donc c'est là où on arrive à mon supposé freudo-marxisme, que je suis pas un freudo-marxiste. Non, mais je charriais, mais enfin, non, mais pour situer. Non, je dis simplement que ramener Mandeville, justement parce qu'on n'a jamais réussi à réunir Marx et Freud, mais que ramener Mandeville permet justement de regarder d'un jour neuf cette rencontre possible entre Marx et Freud, notamment à partir de la question du fétichisme de l'argent. Mandeville pose en effet l'hypothèse d'une division subjective, ce que l'homme veut bien savoir sur lui et ce qu'il ne veut pas savoir. L'homme n'est pas là où il pense, dit-il, l'hypothèse de l'inconscient. Et donc, il pose l'hypothèse d'une division subjective, mais aussi et surtout, il met cette division subjective en relation avec une division en classes de la société. Et c'est là où il est très important. Parce que c'est là une conjoncture nouvelle qui permet de réveiller les freudo-marxistes qui sont effectivement endormis depuis, je ne sais pas,
une belle lurette. On pense à l'école de Francfort. Qui a fait l'objet d'un très bel exposé du camarade Bernard Bourgeois il y a quelques semaines, très apprécié des jeunes générations et des moins jeunes. Et donc, oui, l'école de Francfort, bien sûr. Donc, vous voyez que Marcuse, tout se tient, et peut-être Adorno, Horkheimer, etc. Les habitués commencent à comprendre pourquoi je leur ai dit qu'il y avait un très gros intérêt à découvrir tout ce que vous apprend le livre de Daniel Robert Dufour. Alors donc, l'école de Francfort, c'est eux qui ont tenté d'articuler donc l'analyse freudienne des processus psychiques et l'analyse marxiste des processus sociaux. Ils croyaient donc cette synthèse entre division subjective et division en classe à portée de main. Ça n'a cessé d'être annoncé, ça n'a cessé d'être différé au cours du XXe siècle, c'est jamais venu. Et donc c'est la possibilité d'une critique radicale du monde capitaliste qui s'est depuis lors endormi sur ce qu'il faut bien appeler un échec. Il y a eu un échec de l'école de Francfort, sur ce point au moins. Alors, je pense que Mandeville permet de revenir sur cette question, à nouveau frais. Par quoi? Eh bien justement par la notion de fétichisme. Et c'est par là qu'on peut lier les deux auteurs. Marx parle en effet du fétichisme de la marchandise et de l'argent. Juste une petite précision. Le fétichisme de la marchandise, c'est le chapitre 1, sur l'ontologie de la marchandise. Les passages où Marx parle du fétichisme de l'argent, c'est un autre moment, c'est quand il évoque par exemple une autre forme de fétichisme, où il dit, je cite de mémoire, les gens qui s'imaginent que l'argent donne de l'argent, comme les poiriers donnent des poires. Voilà, c'est ça. C'est pas exactement le même. Il produit de l'intérêt comme un poirier produit des poires. Comme tel, il est mis en vente et la projection au dehors de sa propriété caractéristique est si pénétrante que le capital réellement productif, appliqué dans l'industrie ou le commerce, semble produire de l'intérêt, non parce qu'il est capital fonctionnant, mais parce qu'il est capital en soi, parce qu'il est capital argent. C'est la mystification capitaliste dans sa forme la plus brutale, sur laquelle les économistes vulgaires se sont jetés comme une proie, étant donné qu'elle fait perdre la trace de l'origine du profit et qu'elle rend celui-ci indépendant du procès de production, dont il est cependant le résultat. Par exemple, il y a des féticheurs dans les sociétés traditionnelles. Vous avez un objet magique, vous invoquez votre objet magique, il pleut pas, puis pof, parce que vous l'invoquez, il pleut. Bon. Eh bien, l'argent, c'est un objet magique parce que vous invoquez l'argent et vous allez avoir plus d'argent. L'argent, comme disait effectivement Marx, pond de l'argent. L'argent fait des petits. Fétichisé, il est comme les poiriers, les pommiers, etc. Par nature, il se reproduit. Donc on a Marx d'un côté avec le fétichisme de la marchandise et le fétichisme de l'argent, et on a Freud de l'autre avec, où il aborde la question du fétichisme, mais lui, dans les perversions sexuelles, qu'il a développées donc à la suite des travaux de Krafft-Ebing, la Psychologia Sexualis de 1886. Mais bon, comment lier ces deux fétichismes? Eh bien, je crois vraiment que ce petit texte de Mandeville donne des pistes nouvelles, car il introduit une question qui a été laissée de côté par Freud. Celle non pas des perversions sexuelles, mais celle des perversions sociales. Et il permet de penser que le fétiche de la troisième classe dont parle Mandeville, aujourd'hui donc l'hyperclasse financière, c'est justement l'argent. Alors, je dis fétiche parce que voilà les trois qualités principales qui permettent à l'argent, dans les sociétés capitalistes actuelles, mais anciennes, mais encore plus avec le capitalisme financier maintenant, de fonctionner comme fétiche et même comme super fétiche. Premièrement, l'argent peut être dissimulé. Par exemple, par l'optimisation et l'évasion fiscale, de sorte que celui qui possède peut continuer à apparaître comme les autres, ceux qui vont accepter, par exemple, de payer leur impôt, par exemple. Ils peuvent paraître comme les autres. Et donc, ils peuvent jouir comme ça aussi du plaisir de paraître vertueux. Donc, la dissimulation.
Deuxièmement, l'argent, alors ça vient directement de Marx et Engels, est le grand équivalent général qui permet de tout acheter, surtout toutes les jouissances. Aujourd'hui, vous pouvez vous acheter des amis sur l'Internet, des loves. Si vous êtes Trump, vous pouvez vous payer une top modèle, l'amour, l'amitié, tout. Ça peut acheter apparemment tout. Apparemment tout. Et troisièmement, donc, on vient de le dire, l'argent possède la qualité extraordinaire de pouvoir s'auto-engendrer. Citation de Marx, l'argent fait des petits. Exemple récent, eh bien la fortune de M. Bernard Arnault, qui comme par hasard a longtemps été expatrié fiscal, on rejoint le premier cas, dans le but de ne pas payer ses impôts en France, est passé entre 2018 et 2019 de 72 milliards à 100 milliards. Un quart en plus en un an. Et il est devenu la troisième fortune mondiale. La première fortune française, la troisième fortune mondiale. La deuxième aux dernières nouvelles. Au dernier classement. Deuxième. Non, mais je veux dire, c'est encourageant. Les jours, ça te voit quand même. Et pendant ce temps-là, ma retraite de professeur de l'université diminuait de 5%. 3%. 3%. Ça, c'est l'actualité du 5. C'est dans 2 jours. Alors, je crois que donc, ce fétichisme de l'argent permet, les thèses de Mandeville permettent de comprendre que le but de cette troisième classe, c'est tout simplement la richesse infinie. Il n'y a pas de limite à la richesse. C'est toujours plus concentré. Il y a 3 ans, il y avait 40 personnes qui possédaient autant que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Après, c'est 26, après, c'est 16. Maintenant, je crois que c'est 10. Pas de limite, donc. Tant que ça ruisselle. Tant que ça ruisselle. Alors, en fait, le projet de Mandeville, il a réussi. Il a réussi très très bien même. Il a très très bien réussi parce qu'il a fait ce projet pour faire passer le monde, disait-il, de la pénurie à l'abondance. La pénurie, c'était sous l'ancien mode de production. Le mode de production. Le mode de la pénurie et de la contradiction, disait Marx. Oui, c'est ça. Et donc, le capitalisme a amené un nouveau mode de production qui a amené donc la production de cette richesse. Et ça a marché. Ça a très très bien marché. Alors, tu viens de critiquer Piketty, mais je ne prends que 2 pages. Tu peux aller voir les pages 45-46 de celui-ci. Là, il est là. Capitalisme. On pourra vérifier. Vous pouvez vérifier. Il compare le monde en 1700, comme par hasard, l'époque de Mandeville, et 2000, ou 2020. Et il dit, globalement, le monde entre 1700 et 2000 ou 2020 est devenu 100 fois plus riche. Pourquoi? C'est pas faux. Ben parce que nous étions en 1700 600 millions, on est 6 ou 7 milliards, 10 fois plus. Le revenu moyen en euros constants de cette époque, moyen, était environ de 100 euros par personne en 1700. Il est passé en moyenne, je ne parle pas des disparités énormes, à 1000 euros, donc 10 fois plus. 10 personnes, 10 fois plus riches, ça fait 100 fois plus riche. Le monde est 100 fois plus riche maintenant, après le capitalisme, donc ça a marché. Ça a très très bien marché. Alors, il donne d'autres indicateurs, des indicateurs de santé. La moyenne de vie est passée de 27 ans à 70 ans, l'éducation, etc., etc., etc. Il nous apprend plein de trucs, Piketty, vous allez voir. Il va être bouleversé.
Non, mais ça, c'est des généralités. Que tout Bah, Ah oui, évidemment, c'est des que tout le monde généralités. peut c'est des vérifier. Juste Hein, encore une dernière incise. Piketty incarne parfaitement ce que Marx appelait l'économiste vulgaire, qui distinguait strictement des Adam Smith et autres, hein, qui étaient qui étaient des mecs sérieux, qui disaient les choses clairement, et c'est ceux-là qui critiquent dans la critique de l'économie. Qu'est-ce que c'est qu'un économiste vulgaire? C'est très simple. C'est celui qui vous balance des choses totalement banales et ordinaires sous des formes extraordinaires. Tout à fait. Et le premier, enfin des premiers, une de ses principales cibles, notamment dans le Capital, à Marx, il y en a pas mal d'autres, parce qu'il y en avait déjà beaucoup à l'époque de Marx, des économistes vulgaires, c'était Malthus, comme par hasard, qui d'ailleurs avait critiqué, qui était un des principaux critiques libéraux, on pourrait dire même néolibéraux, d'Adam Smith. Absolument. Pas exactement pour les mêmes raisons qui faisaient qu'inversement Adam Smith récusait quand même Mandeville qui exagérait un petit peu, mais on est dans le même monde. C'est ça qu'il faut voir. Simplement, ces mecs-là nous resservent des trucs. Comme dit Marx, je reprends à peu près le même passage qu'on va trouver dans tous les abécédaires. N'importe qui. J'ai des chiffres, j'ai des chiffres partout. Donc, et évidemment, voilà, on pourrait épiloguer, de toute façon ça n'a aucun intérêt, mais juste pour dire que oui, c'est exactement ce qu'on nous présente comme les bienfaits du capitalisme. Déjà chez Weber, mais chez tant d'autres, hein, c'est que soi-disant, ça augmente la richesse globale, et comme elle ruisselle, tout va mieux pour tout le monde. Oui. Alors, donc le projet de Mandeville, je répète, a réussi. On est passé de la pénurie. Pénurie, par exemple, il suffit que vous lisiez Hobbes, le Léviathan. La guerre de chacun contre chacun, dont parle Hobbes, résulte de l'état de pénurie. Comme il n'y a pas grand-chose, bon, on se bagarre tous pour s'arracher le peu de choses qu'il y a, les peu de ressources qu'il y a. Donc guerre de chacun contre chacun. Et le monde de l'abondance, donc, c'est celui dans lequel nous sommes arrivés. Il n'y a qu'un seul prix à payer pour ce prodige. C'est évidemment des inégalités de patrimoine totalement gigantesques, je l'ai déjà dit, mais ça encore c'est rien, c'est surtout aussi la destruction du monde. Il n'y a qu'un seul prix à payer pour la richesse, c'est la destruction du monde. Pour que le marché marche, il faut en effet que tout ce qui peut être exploité le soit sans aucune retenue. Donc le monde est devenu un immense complexe de ressources à exploiter de façon industrielle. Et quand on exploite à outrance le monde, on le salit peu à peu, on le cochonne et on le détruit irrémédiablement. Alors je peux vous dire ça en langage un peu plus psy, parce que je cause de psy aussi. Le pervers capitaliste cache le trou du monde comme l'enfant cache le trou de la mer. Il ne veut pas que la mer ait un trou parce que ce trou, il peut être occupé par un autre homme. Et ça le dérange. Il y en a un autre qui va être le seul. Donc il met un fétiche. Pénis, en forme de pénis. Voilà, tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut, c'est pas la peine qu'un autre aille voir. Voilà, regardez, il y a tout ce qu'il faut. Donc, ça c'est l'enfant qui cache le trou de la mer, qui ne veut pas voir par quelque chose pour la rendre complète, si on peut dire. Eh bien, le pervers capitaliste cache le trou du monde, c'est-à-dire son manque, la pénurie permanente, qui caractérisait donc les modes de production antérieurs, en y posant le super fétiche argent. Et ce faisant, il couvre le monde de merde. Pourquoi? Parce que la merde, c'est de l'argent. Et l'argent, c'est de la merde. Là on est revenu même plus chez Freud, mais carrément chez Lacan, là. Oui, absolument. Non, mais ça, c'est déjà chez Freud. Alors, l'argent, c'est de la merde. C'est une équivalence qui remonte à donc la phase anale de l'enfant, qui se trouve devant un marché. On parle de marché, mais là, il y a un marché aussi. Et il y a une rétention. Tu la veux, ma merde. Et là, tu l'auras si tu me donnes un cadeau. Bon. Puis ce cadeau contre un autre objet, puis cet
tard, cet objet contrôle l'argent. Ça veut dire que derrière toutes les transactions humaines, il perdure cette tractation archaïque. Eh bien, comment ne pas penser à Mandeville quand on tombe donc sur un texte de Freud de 1908. Mandeville qui a montré la voie pour devenir riche, avoir plein d'argent. Freud, dans ce passage, dit ceci. Il dit « L'or dont le diable fait cadeau à ses adorateurs se change en excrément après son départ. » Eh bien, tout l'argent que nous avons accumulé, ou qui a été accumulé, se change aujourd'hui en immondice. Le monde est immonde. Alors, je termine ce livre avec une considération, donc, sur l'art contemporain, parce qu'il y a beaucoup d'art financier, évidemment. Andy Warhol, etc., etc. Bon, je vous passe tout ça. Mais j'ai retenu au moins un artiste, qui est un artiste belge qui s'appelle Wim Delvoye, dont j'ai vu en 2000 à Pompidou, là, une œuvre qui s'appelle Cloaca. Eh bien, Cloaca, c'est une machine industrielle qui mesure à peu près 13 mètres de long, 2-3 mètres de circonférence, et qui est parcourue de quantité de fluides, etc., avec des poches, des machins qui viennent, etc. Et le but, c'est de produire des excréments qui sont ensuite emballés sous vide. Et offert en cadeau. Ah non, Non, tu attends, rigoles, tu plaisantes, on est dans l'art contemporain, ça coûte très cher. Emballés sous vide et marqués donc d'un logo qui pastiche les logos de Ford et de Coca-Cola. Alors, quand en 2000 cette machine a été inventée, vous visitiez la machine, donc elle faisait ses étrons, et vous pouviez acheter un étron pour la somme, emballé sous vide, hein, que ça se conserve, de 1000 €. Maintenant, pas cher, hein. Et maintenant l'euro il coûte, l'étron il coûte 12 000 €. Donc vous pouvez spéculer. Non, non, c'est ça. Oui, attention. Alors, on ne dit pas des étrons dans le monde de l'art contemporain, on ne dit plus même des œuvres, hein, ou quoi que ce soit, on dit des pièces. Des pièces. Des produits. Il y a des gens qui ont acheté ça. Bah, bien sûr. Bah, ils l'ont bien fait, et s'ils le revendent aujourd'hui, ils font un profit considérable. C'est une base sur laquelle vous pouvez spéculer, une base solide sur laquelle vous pouvez spéculer. Comment s'appelle le super? Vous pouvez le répéter? Wim Delvoye. Vous trouverez tout ça dans le livre. C'est dans le livre. Wim Delvoye. Vous en avez acheté 2 alors. J'en sais pas encore. Non, mais en ce moment il n'est plus au centre Pompidou, mais il voyage un peu partout dans le monde. C'est très demandé. Et donc maintenant le tout donc est coté en bourse et on émet des obligations sur cette machine. Et j'ai donc analysé cette œuvre comme une métaphore parfaite du capitalisme, c'est-à-dire de la conversion de l'argent en merde et de la merde en argent qui se trouve au cœur du capitalisme et qui est en train de salir, notre D'après ce que j'ai compris, c'était l'intention de l'auteur, C'était l'intention de l'artiste. Absolument. C'est absolument l'intention de l'artiste. L'artiste est vraiment très très intéressant. C'est un mandevillien typique. Et il a construit toute cette affaire pour montrer par une métaphore la vérité de ce monde. Et si j'avais à dessiner un portrait de ce monde, j'ai construit cette machine. Voilà ce que c'est que notre monde. Ah non, c'est pas du tout la même. Alors ça, il te tend une perche là, puisque quelqu'un évoquait l'urinoir de Duchamp. C'est pas du tout justement la même chose. Il y a un rapport évidemment, mais je te laisse expliquer ça puisque tu en parles dans le livre. L'urinoir, c'est un ready-made. Donc c'est acheté comme ça dans un magasin vous achetez des pièces sanitaires. Donc Duchamp met son nom dessus et donc il transforme cet objet acheté comme ça n'importe où en œuvre d'art. C'est un ready-made. Et donc il interroge le statut de la création, le statut de l'artiste, le statut de l'exposition. Il se moque un peu de tout ça. Bon. Et donc la différence, c'est que là, c'est pas un ready-made, c'est une machine
construite, qui veut montrer la métaphore du monde et qui réussit parfaitement à montrer la métaphore sur laquelle fonctionne le monde capitaliste. Il a des textes très intelligents là-dessus, Wim Delvoye, où donc on sent que tout ça n'est pas fait au hasard, c'est parfaitement construit. Et donc avec en même temps une critique de l'art financier, il n'ose pas faire de la merde, et ben moi je la fais, je le montre. Voilà. Et je parlais avec une amie sculpteur qui a gagné un prix international, d'ailleurs on parlait des boîtes à caca et des choses comme ça justement. Il y a eu un artisan avant votre artiste belge, moi je trouve fantastique ce qu'il a fait. Je crois que c'était Robert Filiou qui vendait des petites boîtes avec son... Ah oui, en effet, oui. Dans les années 60. Hein. Oui. Et moi j'ironisais en lui disant que effectivement, manger, digérer, boîte à caca pourrait être le slogan de l'art moderne actuellement. On pourrait le rajouter dormir. Je disais, mais Warhol l'a déjà fait avec son film Sleep de 6h21. Oui, tout a été très vite fait dans ce domaine-là. Hein. Et en fait, moi, je trouvais, elle travaille dans un autre genre, sur... pas là-dedans. Mais je trouvais qu'effectivement l'art contemporain, il était lié à des conditions, disons, contingentes, très immanentes et transitoires, et que ça donnait un art. La plupart du temps, là, si vous avez Galerie 3, par exemple, vous avez un truc sur l'Anthropocène, au Centre Pompidou, etc. Et l'installation change, c'est très interactif, etc. Et ça fait très, c'est un peu festif, hein, provocateur, etc. Mais c'est aussi un art hein, qui est très immanent, transitoire, jetable aussi. Donc, on pourrait dire tout est en ordre, c'est-à-dire qu'en fait, si le sujet c'est la contingence, ce qui est transitoire et éphémère, que l'art soit contingent, transitoire et éphémère, ça pourrait être tout à fait en rapport avec son sujet, en l'occurrence, qui est passé, en fait, qui est plutôt de nature sociétale et qui est plus du côté de ce qu'on aurait pu appeler le transcendant avant, c'est des clerges, des choses qui nous surpassent, qui dépassent le perceptible, ou voire après même du transcendantal, c'est-à-dire les conditions de notre rapport au monde, notre manière de percevoir et de concevoir, etc. Et là, on serait passé à un troisième stade qui serait un art, effectivement, même on parlait de Jeff Koons, que ce soit des aspirateurs ou à la Cicciolina ou là au bouquet de fleurs aux Champs-Élysées, c'est très sociétal. Son axe, en fait, il est purement social. Mais le problème de la société, c'est qu'elle change. C'est-à-dire, c'est pas, on est dit, ni dans le transcendant ni dans le transcendantal. Et pour moi, quand l'art n'a plus affaire au transcendant ou au transcendantal ou à une combinaison des deux, on n'est plus dans l'art, mais on est dans... Je suis complètement d'accord. Oui, on est dans une illustration. Mais là, justement, ce qui me semble extrêmement intéressant avec cette œuvre de Wim Delvoye, c'est qu'elle constitue une sorte de métaphore très précise et un objet industriellement construit qui pastiche. Hein, c'est avec une ironie évidemment extraordinaire. Alors pour compléter la présentation que j'ai faite, il existe maintenant 4 machines. Il y a une machine qui est faite pour les végétariens. Il y a une machine qui ne fonctionne qu'avec plats gastronomiques de grands chefs pour les riches. Donc ce sont des merdes spéciales qui chacune possède leurs valeurs, etc. et sur lesquelles vous pouvez vous appuyer dessus, si je puis dire, pour spéculer. J'y venais, donc là où je trouve que cet artiste... Vous pouvez redire son nom, s'il vous plaît ? Wim Delvoye. Wim Delvoye, là où il est génial, c'est qu'il est passé à la machine. C'est-à-dire qu'il est plus au stade de l'artisanat, ou d'une forme de narcissisme de Robert Filiou, qui est de faire son caca, de le mettre dans une jolie boîte, et de le vendre pareil de 1000 $. Ben lui, il n'est pas encore passé au transhumain. Et maintenant, nous avons des machines. On n'a même plus besoin de digérer, par exemple. On n'a même plus cet effort à faire. C'est l'idée que de la machine qui produit effectivement, qui là devient une métaphore très particulière. C'est ça, c'est ça. Du capitalisme, qui n'a même plus besoin là, de l'homme pour fonctionner, en fait, et qui transforme de façon permanente et ininterrompue, effectivement, des inputs en immondices. Quoi. Oui, c'est ça. Et ça, c'est assez génial, effectivement. Moi, je trouve. Hein, oui, complètement. C'est pas du tout bon comme on voit, ou on a vu, par exemple, avec, comment s'appelait ce type qui a exposé au Louvre à côté, dans la galerie des Maîtres du Nord, qui est aussi chorégraphe, metteur en scène et chorégraphe. Je suis pas ça de très près pour ne rien te cacher, donc... Mais il est extrêmement connu. Et lui, donc, quand il a exposé... On mettra son nom à l'écran. Chez les Maîtres du Nord, puisque c'est un nordique aussi,
alors son nom me passe comme ça, je n'arrive pas à l'attraper au vol. Il a exposé des boudons, des éjaculats, des trucs comme ça, etc. Donc, c'était du sperme, il avait oui, du sperme, voilà, c'est ça, des trucs comme ça. Ça n'a rien à voir, avec ce que fait, Wim Delvoye, qui construit une énorme machine industrielle, donc avec des plans, avec donc tout un travail de construction, comme si c'était une vraie machine, pour produire justement donc cette espèce d'alchimie capitaliste qui transforme de la merde en or, si vous voulez. Moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire... Et réciproquement. Et réciproquement. J'insiste sur ce point, et réciproquement. C'est qu'on sort de cette espèce de narcissisme de mettre sa Exactement. mère ou son sperme, Exactement. comme ça, et on rejoint un petit peu le transcendantal, dans le sens qu'effectivement, notre condition de rapport au monde, c'est la technique ou les machines. Exactement. Pour la prospérité. C'est ça, oui. Effectivement, il y a ce cycle sans fin, merde, or, merde, oui. or, oui, merde, or. c'est ça, et là, on rejoint du transcendantal, donc pour moi, on rejoint Exactement. là. Alors que l'autre, Tout à fait. Oui, mais enfin, c'est le transcendantal, c'est plus du tout celui de Kant, c'est celui de Hegel. Hein. Oui. Hegel, là on est dans ce que le désir chez Hegel, hein, Oui. un des précurseurs Oui. de Freud et de tant d'autres. Mais là on est chez Hegel. Hein. La réalisation, le désir, est destructeur, est totalement négation. Oui. Alors si on devait chercher une figure, on l'appelle transcendantal où on veut, je pense que, je suis pas sûr que transcendantal serait bien applicable à ça. On est plutôt dans le mécanisme du désir hegelien qu'appréciait beaucoup et que connaissait parfaitement Lacan, mais pas tellement les successeurs aujourd'hui, y compris dans le champ psychanalytique, et encore moins l'école des irrationalistes de Deleuze, Foucault et compagnie, qui n'étaient pas du tout des adeptes non seulement de Hegel, mais pas davantage de Freud. Hein, faut s'en souvenir. Je sortais un petit peu du désir pour le mettre ni de Kant. De la technique plutôt en fait. Absolument, mais la technique c'est une manière pour l'artiste en question comme ils disent dans leur métier, nous proposer des pièces qui sont effectivement une représentation conforme aux représentations générales, susceptibles de susciter l'admiration, c'est quand même l'objet de l'art théoriquement, de leurs contemporains et surtout de l'institution. Parce que une des caractéristiques de l'art contemporain quand même, c'est son caractère institué et l'instrumentalisation du domaine public, là encore, par le privé. Hein, quand on met Kunz ou Dieu sait qui au Louvre, etc., ça a des conséquences en particulier pour faire monter la cote des mecs en question, hein, considérablement. Mais si on se reporte par exemple donc, à un certain nombre de séquences dans l'art contemporain, commençons par exemple avec Andy Warhol, avec sa série sur le dollar. Le dollar commence au moment de la naissance du capitalisme financier, que je fixe à une date extrêmement précise, qui est une date à peu près oubliée, qui est du 15 juillet 1971, lorsque Nixon vient à la télévision pour annoncer la désindexation donc, de l'argent sur les réserves en or. La fin de Bretton Woods. Dollar, voilà, la fin de Bretton Woods. Et donc là... Les accords de Bretton Woods. On a donc... La non-convertibilité du dollar en or. Il ne faut pas oublier que le conseiller de Nixon auparavant était Milton Friedman, le monétariste, qui voulait donc constituer le champ monétaire comme un marché en soi-même. L'argent devient une marchandise. Voilà, c'est ça, l'argent devient une marchandise. L'argent ne sert plus à acheter une marchandise. L'argent est une marchandise que vous pouvez acheter et revendre pour spéculer. Et donc c'est ce qui a entraîné donc, cette économie artificielle dans laquelle nous sommes, où maintenant 98% des échanges participent de cette économie artificielle, c'est-à-dire des produits dérivés de la finance, avec simplement 2 ou 3% d'économie réelle. Ça reflète à 2 ou 3% d'économie réelle. Donc c'est ça qui a créé cette espèce d'énorme bulle dans laquelle nous sommes, qui a amené par exemple à la crise de 2008, et qui est complètement caractéristique donc, du passage au capitalisme financier. Et donc c'est ça que Warhol n'a pas du tout critiqué, mais célébré. Oui. Célébré avec sa série sur le dollar. Où donc le dollar devenait le dieu dollar devant lequel il fallait se mettre
absolument à genoux. C'est l'iconographie. Ça aussi, de la- c'est dans le livre. Oui, c'est dans le livre. Bah, Nicole. Oui. Oui, tout à fait une autre question. Vous avez parlé, Mandeville en parle, des vices, des vices de la société. Est-ce que, par exemple, alors là, je passe dans le domaine psychanalytique, quand les gens vont voir des psychanalystes, est-ce qu'on ne peut pas assimiler ces vices à des pulsions? Les psychanalystes, eux aussi, veulent les abaisser pour, encore une fois, l'avenir de la société. On va calmer les névroses, les psychoses et tout ce que vous voulez. Moi, j'assimile, enfin, dans ce domaine analytique, les vices à des pulsions, avec l'aide des psychanalystes actuellement. Et puis, le deuxième point, vous avez parlé de la ruse que doivent avoir les dirigeants pour assainir, amoindrir. Il y en a une... La dissimulation, plutôt. Hein. Oui, mais monsieur a cité la ruse, Oui. j'ai cité, que j'ai écrit. La dissimulation. Il y a, oui, si tu veux, la dissimulation. Il y en a Simulation et une. Il y en a dissimulation. une actuellement. Oui. Alors, je reviens dans le domaine politique, là, clair et net. Il y a 2 jours, non, hier, il y a un sondage qui dit que la préoccupation essentielle des Français, c'est la transition, le climat, Transition climatique. la transition est... Non, le climat. Voilà. Le climat. Le climat. Le réchauffement. Le réchauffement climatique, voilà. Préoccupation principale, alors qu'on est à 3 jours du 5. Ça serait la préoccupation. Vous voyez la ruse. Alors là, on est... C'est pas de la ruse, c'est ce qu'on appelle des fake news. Oui, c'est des C'est les news. bobards Pas et seulement. l'enfumage Pas systématique que nous seulement. servent l'idéologie Oui, dominante oui, et les mais- médias. Exactement, mais c'est Bien ça sûr. la ruse. Des... Oui, enfin, parce que- non, mais mais attendez, recule. moi, Elle est je maladroite. voudrais juste quand même savoir une chose, on pourrait résumer le capitalisme par un mot, la prédation, mais cette prédation... Non, l'accumulation. Oui, Ah oui. donc l'accumulation... Ça, c'est Marx, pardon, la mais prédation et c'est et exactement à l'accumulation. propos de l'accumulation qu'il parle de Mandeville. D'accord, mais Mandeville, j'ai pas encore lu tout votre livre, mais si je comprends bien, c'est lui qui a systématisé le début de ça. Mais quand même, avant, il n'y avait pas de paradis. Alors, avant, il n'y avait pas d'humains qui avaient envie de faire la même chose. C'est-à-dire De ce que dit Mandeville. Ah. Ça n'existait pas avant. Et deuxième question, est-ce qu'à son époque, il y avait quelqu'un d'autre, un autre intellectuel, qui a pu écrire une pensée différente, qu'aurait pu émerger pour peu qu'on l'écoute ou qu'elle ait le moindre pouvoir et tout ça. Voilà. Donc j'ai 2 choses. Est-ce qu'il y a eu un paradis avant? Je ne crois pas. Et du coup, voilà, il a peut-être systématisé quelque chose, mais que les humains, il y avait certainement une part qui était déjà comme ça. Voilà. Oui, mais il est clair que, bon, moi je suis philosophe, il y a à l'œuvre chez Mandeville une théorie de l'âme humaine. Cette théorie de l'âme humaine existe depuis très très longtemps, sous une forme construite, elle existe depuis les Grecs. Chez les Grecs, l'âme est en 3 parties. Il y a l'âme du bas, l'épithumia, qui se caractérise, selon Platon, d'être sans fond. C'est la fameuse discussion à quoi tu faisais allusion avec Caliclès. Oui, entre autres. Donc, comment tu vas houiller tes jarres? Houiller, c'est-à-dire remplir jusqu'à l'œil ces jarres, sachant que dans le fond de ton être, tu as une jarre qui est trouée. Donc qu'est-ce que tu fais avec cette jarre trouée que tu as dans le fond? C'est ça la question que pose Socrate à Caliclès. Donc la réponse de Caliclès, je remplis, il n'y en a jamais assez. Le tonneau des Danaïdes. Ah, oui, il n'y en a jamais assez. Donc cette histoire-là existe depuis fort longtemps. Seulement, c'est-à-dire les pulsions d'avidité existent depuis toujours. C'est inhérent à l'homme. Voilà. Je voulais entendre ça. Voilà, c'est inhérent à l'homme. Mais c'est Seulement mais chez les Grecs, il y a une âme qui est faite en 3 parties. Donc il y a une partie intermédiaire, le thumos, le cœur, et qui est la zone, donc quand vous êtes en colère comme ça, c'est le thumos qui s'irrite, vous sentez que votre cœur commence à battre, et puis il y a le nous ou le logisticone. C'est-à-dire le logisticone,
C'est la façon dont, avec l'autre, vous discutez pour essayer de voir ce qui se passe chez vous, chez les autres, etc. etc. Donc c'est une partie de l'âme qui est en relation avec les autres, alors que, en principe, l'épitométicon n'est pas en relation avec les autres. C'est la part sociale. Et donc, voilà, c'est la part sociale. Et donc, à partir de là, puisqu'il y a cette troisième âme, vous pouvez délibérer. À un moment, délibérer, ça veut dire, bon, c'est assez, j'arrête. J'en veux toujours, mais non, c'est pas. Il faut que j'arrête. Sinon je vais crever, je vais exploser. Bon. Et donc, voilà, c'est cette complexité de l'âme humaine. Et donc, dans un autre travail, j'ai essayé d'expliquer qu'on retrouve dans cette structure tripartite de l'âme, tout au long de l'histoire de la philosophie, et également chez Freud. C'est pas du tout un hasard, puisque le professeur de philosophie de Freud à l'école de Vienne, Brentano, était un philosophe qui avait travaillé beaucoup sur la structure de l'âme grecque. Et par hasard, on retrouve ça, une âme tripartite dans le champ psychanalytique. Bon, donc ces pulsions existent depuis toujours. Le problème, donc, c'est de savoir ce qu'on en fait. Alors, jusqu'à chez les Grecs, c'était justement, comme il y a cette âme supérieure, on peut dire assez, stop. Et donc l'intervention de Mandeville, ça va être au contraire de dire il n'y a jamais assez. C'est la dimension de l'ouverture vers la richesse infinie. Quand même dans le dernier texte de Platon, les lois, c'est l'Athénien qui parle, et l'Athénien qui parle donc fixe des limites. La fameuse, donc, faut limiter l'hubris, il faut limiter la pléonexie, il faut limiter le toujours plus, le toujours trop, etc. Et il fixe chez les hommes libres donc un rapport entre les plus pauvres et les plus riches. Et il dit le maximum c'est de 1 à 4. 1 à 4. Donc ceux qui dépassent le 4, on va le prendre pour le mettre au service de la collectivité. Voilà. Donc vous voyez, c'est une question très très ancienne. Oui, mais oui. On vous rappelle qu'il fonde le libéralisme. Le libéralisme, c'est une idéologie qui est spontanée. Il n'y a pas des gens qui ont décidé le libéralisme, qui correspond à un état, comme dirait Marx, du développement des forces productives, mais qui est essentiellement naturaliste, qui a besoin de dire, c'est l'argument habituel, notamment opposé au communisme par exemple, c'est que le capitalisme c'est naturel. Donc, mais comme ça pose quand même un certain nombre de problèmes dans une période où la théologie est fondamentale, il faut réconcilier non seulement la théologie avec la raison, depuis Thomas d'Aquin, et y compris Descartes va beaucoup les y aider, justement en sortant, séparant les deux, et en mettant la théologie de côté, mais à peu près à la même époque, Mandeville considère le problème, et il dit, bah, voilà comment on va s'arranger, bah, c'est naturel au fond tout ça, c'est ça l'idée, et c'est ce qui traverse tout le libéralisme jusqu'à aujourd'hui. Mais on n'a pas répondu à la question juste oui. encore un petit mot, c'est que la place singulière, si je veux bien, la place singulière de Mandeville, c'est que comme il était psy et qu'il voyait le destin des pulsions, puisque vous avez parlé de pulsions aussi, je vous réponds aussi sur ce point. Donc il a vu comment les pulsions pouvaient être mobilisées et combinées dans l'économie. Donc les pulsions, c'est l'économie psychique. Hein, c'est des choses qui... Bon. Et comment tout cela pouvait être utilisé dans l'économie marchande et dans l'économie politique. C'est ça l'intervention géniale de Mandeville. Il a vu ça se mettre en place, je dirais, dans son cabinet. Il a vu comment ce nouveau nouage pulsionnel entre les pulsions et donc le champ de l'économie marchande et le champ de l'économie politique était en train de se faire. Et c'est ça qu'il nous dit, c'est ça qu'il voit. Et il voit quelque chose d'essentiel qu'on ne voit plus après, qui est à la naissance, à l'origine même du capitalisme. Cette intervention du pulsionnel et de la pulsion d'avidité dans l'économie marchande et dans l'économie politique. Il voit quelque chose d'essentiel, qu'on oublie après. On cherche depuis je ne sais pas combien de temps. C'était à l'origine déjà chez Mandeville, ça suffisait de relire de Mandeville pour le retrouver. Seulement le texte était complètement, je vais vous expliquer pourquoi, occulté. C'est utilisé par la psychanalyse actuellement. Oui, absolument. Non, ce que je veux dire, c'est que ce sont des alliés, objectifs ou subjectifs, les psychanalyses,
du capitalisme, Non. du maintien. Non. Je crois que vous Ça faites- dépend des je crois que vous faites une erreur. Si vous me permettez, je vais essayer Non, mais- d'expliquer quelque chose de très important. Parce que, pour t'expliquer, Nicole a eu une expérience douloureuse avec les psys, en particulier un dont tu as peut-être entendu parler, qui malheureusement s'occupait de son mari à une époque douloureuse, était Guattari. Ah, Guattari, oh. Voilà. Donc c'est pour dire que ça dépend des psychanalystes, ça dépend de beaucoup de choses. Alors qu'il se voulait Peut-on faire révolutionnaire. une loi générale d'une expérience? Oui, c'est ça, c'est ça. J'en ai d'autres. Non, Bon, il répond. Je vous dis quelque chose d'essentiel sur ce point que je pense aussi avoir découvert. C'est un champ de travail dans lequel je suis maintenant. C'est que Mandeville, psy entre guillemets, psy avant la lettre, découvre quelque chose de l'ordre de la cure de parole. Découvre quelque chose de l'ordre de la structure du psychisme. Inconscient, fantasme, perversion. Et en même temps qu'il découvre tout ça, c'est à mettre à son crédit, il découvre qu'il peut faire de tout ça un usage pervers. Donc il découvre quelque chose d'essentiel qui doit être absolument gardé, et en même temps, comme la psychanalyse permet un savoir sur l'autre, que l'autre sur lui-même n'a pas, puisque s'il y a de l'inconscient, il peut utiliser ce savoir sur l'autre pour faire un montage pervers. Ça va être le montage pervers que j'appelle le montage pervers capitaliste. Bon. Si maintenant vous déplacez de 2 siècles plus tard, c'est-à-dire à l'époque de Freud, pour parler de façon générale, je ne parlerai pas de cas particulier, je ne connais pas. Encore que sur Guattari, j'aurais beaucoup de choses à dire. C'est juste pour donner le contexte. Voilà. Je crois qu'on assiste à la même chose à l'époque de Freud. Simplement, c'est divisé entre 2 personnes. Il y a Freud qui met en place, qui croit découvrir, qui découvre en fait, puisqu'il ne savait pas que ça existait, il la met en place, il redécouvre la talking cure et la logique de la cure. Le psychanalyste, en principe, ne veut rien pour son patient. Il veut simplement que son patient parle et découvre donc ce qui l'empêche de réaliser ce qu'il souhaite réaliser. Bon, c'est une sorte d'accompagnement par la parole. En même temps que cela se découvre, donc moi je n'impute à Freud ni quelque chose, ni aucune visée perverse. Il met en place simplement un dispositif thérapeutique dont apparemment, qui existe encore maintenant, et qui marche, je dis qui marche. Pourquoi? Parce qu'il suffit que vous alliez voir l'étude, la méta-étude d'un Américain qui s'appelle Chandler sur ce qu'on appelle les psychologies dynamiques, par opposition aux psychologies comportementales, qui ne sont pas dynamiques, qui sont soigner le symptôme tout de suite tel qu'il se présente ici et maintenant. Chandler, en utilisant les principes mêmes de la lecture des actes qui fonctionnent dans la cure comportementaliste ou cognitiviste, montre que la réussite des psychologies dynamiques est finalement plus forte, contrairement à ce que disent les cognitivistes, que dans le champ psychanalytique. Ça fonctionne, ça marche. Bon. Pour quelle pathologie Oui, c'est ça. Oui. Notamment, c'est ça. non, pour toutes les pathologies. Je vous renvoie à l'étude de Chandler, vous la retrouverez pour toutes les pathologies, notamment, pas pour les pathologies, les TOC ou des choses comme ça. Mais pour, par exemple, les dépressions profondes et des choses comme ça, ça fonctionne. Bon, on aura peut-être un autre débat sur la psychanalyse, c'est tout à fait intéressant, mais c'est pas exactement l'objet du livre. Mais en même temps que Freud découvre donc la talking cure, avec donc les effets où je dis globalement ça marche, un autre, qui est le neveu de Freud, met en usage aux États-Unis les découvertes de Freud pour manipuler le désir des individus, parce qu'il possède un savoir supposé sur le désir des masses que les masses ne connaissent pas sur elles-mêmes. Et donc ça va être évidemment cet Edward Bernays, il est reparu il n'y a pas longtemps à Arte un documentaire sur Edward Bernays, La fabrique du consentement, où là on voit se mettre en place donc un Freud correct et un neveu de Freud pervers. C'est-à-dire utilisant le savoir sur l'autre pour faire fonctionner le capitalisme. Donc il faut bien démêler dans la lecture de la psychanalyse l'usage qui est l'usage régulier, l'usage thérapeutique de la psychanalyse, et l'usage pervers de la psychanalyse. C'est deux choses différentes. Bien. Allez, une dernière question, parce que le temps file. Dernière question.
Il faut qu'elle soit bonne. Hein. Non, mais... Vous me mettez à la pression. Vas-y. Dès le début de votre exposé, la philosophie de l'éloge des pulsions de Mandeville m'a tout de suite fait penser à un philosophe, Nietzsche. Oui. Et donc première question, est-ce que Nietzsche connaissait Mandeville? Et ensuite, j'ai l'impression que par rapport à Mandeville, la pensée postmoderne, que ce soit Foucault, Deleuze, etc., on est vraiment revenu à ça. Ah bah oui, ça c'est clair. L'éloge des pulsions. Tout à fait. Et ça me fait penser à un philosophe qui a bien analysé cette idéologie du désir, c'est Kluskar. Et donc est-ce que Kluskar, je ne sais pas trop, peut-être que j'ai lu mais que j'ai pas vu passer le nom de Mandeville, mais est-ce que Kluskar connaissait Mandeville? Est-ce que Nietzsche connaissait Mandeville? Est-ce qu'il y a une relation entre tout ça? Alors, la question est excellente. Alors, réponse tu sais que tu es aussi chez des closcardiens ici, donc depuis longtemps. Mais en tout cas, sur Nietzsche et Mandeville, ça... Alors, Nietzsche-Mandeville, oui, il y a une signature textuelle chez Nietzsche où il répond à la formule mandevillienne, vice privé égale vertu publique. Donc, page 20 ou 25 de mon livre, je vous renvoie. Lisez le livre. C'est dans le livre la réponse. Achetez, lisez le livre. La réponse sur Nietzsche-Mandeville est dans le livre. Oui, pour la deuxième partie de la question, sur les philosophies postmodernes qui reprennent, sans le dire, et parfois même en le dissimulant. Donc leur prédilection pour Mandeville. Je pense très précisément au séminaire donné par Foucault sur quoi? Sur le néolibéralisme, justement, c'est-à-dire biopolitique, séminaire de 77-78 au Collège de France, ou sur tout le livre énorme, vous avez une petite mention anodine en bas de page sur Mandeville, alors qu'il parle très longuement de Hayek et qu'il ne dit pas que le maître à penser de Hayek, revendiqué par Hayek, c'était Mandeville. Donc là, il y a manifestement un petit problème généalogique chez Foucault. S'il fait de la généalogie, alors s'il parle de Hayek, il aille voir où Hayek a puisé donc la façon... Mais il ne veut pas parler de Mandeville. Il ne veut pas parler de Mandeville parce que Mandeville évoque les vices et Foucault évoque donc et célèbre même ce qu'il appelle les contre-conduites. Et donc là, on est véritablement chez Foucault dans une problématique néolibérale. Je ne vois pas de différence fondamentale entre Hayek et Foucault, soyons clairs. Mais en plus, Foucault, je vous renvoie à l'ouvrage remarquable publié dernièrement par le petit camarade Zamora et un autre auteur dont j'ai oublié le nom, où il y a un travail quasiment académique de recherche sur documents, la correspondance de Foucault, etc. Foucault, d'emblée, rejette évidemment tout ce qui ressemble de près ou de loin au marxisme, au motif que voilà ce qui a dépassé Marx, lui il a dépassé y compris Sartre, le monde supposément moderne, voire postmoderne, et néolibéral. C'est ça qui va permettre la véritable émancipation. Absolument. Par les mêmes voies que celle que préconisait Mandeville, évidemment. C'est l'auto-organisation pour Foucault de la société civile. Et Foucault ne s'en cache pas. C'est ça qui est le plus étonnant. Mais de la même manière qu'il refoule complètement Mandeville, l'ensemble de notre appareil universitaire, on va dire, ou de manière assez massive, et d'une bonne partie de nos intellectuels, en particulier ceux qui se prétendent progressistes ou de gauche, refoulent exactement de la même manière leur obédience libérale, voire néolibérale explicitement. Est-ce que je peux là-dessus t'inviter à conclure la soirée? Parce que, ah oui, une dernière, vas-y, mais vraiment la dernière. Là. Vous n'avez pas répondu sur Kluskar. Sur Kluskar. Non, Kluskar, à ma connaissance, non, c'est pas Mandeville. Mais Mandeville, au sens où, pour toutes les raisons qui viennent d'être dites, était quand même connu, la fable des abeilles, etc. Tout le monde la connaissait, je veux dire, et quiconque lit même le Capital en entend parler, enfin entend parler de Mandeville. Donc, pas plus que ça, parce que pas plus Kluskar ne savait que toutes sortes de gens, et que ne pouvait le savoir, évidemment, Marx, c'est la manière dont le format idéologique extrêmement explicite du néolibéralisme
va être exploité de manière très efficace, y compris la manière dont le capitalisme, c'est-à-dire le libéralisme, est naturalisé. C'est ça le point essentiel, tu sais qu'on en parle beaucoup, y compris à propos des inepties des écologistes. Eh bien, le libéralisme, c'est avant tout repose sur une idéologie de naturalisation. C'est-à-dire, il faut que ça soit admis et accepté, parce qu'au fond, c'est naturel. Dieu l'a voulu, c'est ce que nous explique d'ailleurs Mandeville. À l'époque où c'était essentiel, c'était naturel parce que Dieu l'a voulu, puisque Dieu avait tout voulu. Donc tout le monde connaissait les principes mandeviliens, comme au départ du libéralisme. Ce qu'on savait moins, c'était à quel point, aussi bien Hayek, l'école autrichienne, etc., mais aussi l'école de Francfort, parce qu'ils sont très proches à tout point de vue, par l'époque, par les activités, par leur production intellectuelle, doit à ce courant de pensée. Et donc Kluskar était confusément informé de ça, je veux dire pas spécifiquement que ce que nous révèle Dany Robert Dufour, parce que dans son livre il y a des choses que je n'avais jamais. J'ai commencé la soirée par ça. Pour une fois, on a un livre où on découvre des trucs, où un universitaire, un chercheur a cherché et trouvé des trucs nouveaux qu'on n'avait pas lus ailleurs. C'est quand même ça qui est quand même un des éléments fondamentaux qui fait que, encore une fois, je vous invite, et j'invite ceux qui verront cette vidéo à lire, et si possible à acheter dans une bonne librairie indépendante, le livre de Dany Robert Dufour. Là-dessus, je te laisse l'ultime conclusion. Bon, si vous voyez, on en est 3 siècles après. 3 siècles après, c'est à la fois l'extrême perspicacité de Mandeville pour sortir le monde de la pénurie et l'amener à l'abondance, et la conséquence de l'abondance, c'est la destruction du monde. Bon, donc, il y a des choses qui doivent pouvoir se lier et se relier maintenant. C'est-à-dire que ceux qui sont écologistes, qui ne veulent pas voir d'où cette destruction du monde vient, sont désormais obligés de le voir. Et il faut leur mettre la tête sur donc les causes qui amènent à cette destruction du monde. L'écologisme, stade sénile de l'idéologie libérale. C'est comme ça que chez nous, nous résumons les choses. Donc, merci, bravo. Merci à vous. Et donc...